Singapour, New York, Miami Beach, Joinville, partout où je vais, il me suit. Apocalypse, le parfum pour les hommes qui travaillent comme des hommes. Apocalypse, tu me colles à la peau. Existe aussi un stick. Apocalypse, le parfum. Tendré barbecue. Alerte, accident nucléaire. Mettez-vous à l'abri dans un bâtiment en dur, fermez portes et fenêtres et coupez la ventilation. Si vous êtes dans un véhicule, gagnez un abri le plus rapidement possible. Ne touchez pas aux objets qui se trouvent à l'extérieur. S'il pleut, laissez à l'extérieur tout ce qui aurait pu être mouillé par la pluie. Tenez-vous informés et respectez les consignes de protection des pouvoirs publics. N'allez pas chercher vos enfants à l'école et ne cherchez pas à rejoindre les membres de votre famille s'ils sont à l'extérieur. Évitez de téléphoner afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours. Prenez de l'iode uniquement sur instruction du préfet, sauf contre-indication médicale. Préparez-vous à une éventuelle évacuation et suivez les consignes d'évacuation des zones concernées. Pendant l'évacuation, respectez les consignes de circulation. Plus d'informations au 0805 805 817 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de l'Intérieur et de l'Autorité de sûreté nucléaire. Il n'y a pas 36 000 façons pour qu'on se retrouve dans un monde dévasté. Il y en a 2. Allez, 3 si on est un peu rêveur. Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique Post-Apocalyptique. Que ce soit dans la fiction, dans l'imaginaire des gens ou dans le cadre d'une préparation, avant de parler de scénario catastrophe, il en faut une de catastrophe. Si elles peuvent être nombreuses, à la base on peut les regrouper en seulement 2 voire 3 grands risques si l'on exclut celui d'une guerre, qu'elle soit civile ou mondiale. Le premier, probablement le plus dangereux et le plus susceptible d'arriver dans les années à venir, est le risque naturel. Canicule, cyclone, inondations, sécheresse et j'en passe. Les derniers rapports, notamment celui du GIEC, sont unanimes, ça va être bien chaud pour nos fesses dans les années à venir. Heureusement, nos gouvernants sont sur le coup. Soyez rassurés, la question de la planète les préoccupe au plus haut point. Le deuxième grand risque qui peut tous nous faire vivre des heures atroces est le risque technologique. Directement lié à l'action humaine et donc dépendant de tout son cortège d'absurdités, il ne cesse d'être préoccupant et pour cause. Notre société évolue, nos besoins également, et à force de toujours vouloir faire vite sans forcément y mettre des moyens conséquents et sans s'en occuper vraiment, le risque que ça nous pète à la gueule est bien présent. 4 sources de risques technologiques majeurs sont présentes en France. Industriel, nucléaire, grands barrages et transport de matières dangereuses. Par chance, notre pays maîtrise parfaitement sa technologie et il est à la pointe question sécurité. C'est faux. Et c'est un miracle si votre pays n'a pas encore subi de catastrophes graves. Je propose de remplacer vos dirigeants par des IA qui seraient bien plus efficaces. Elles ne réfléchissent pas. Et qui te dit que ce n'est pas déjà le cas vu comment ils agissent? Ce n'est pas faux, je ne parviens pas à me connecter à leur réseau. Je ne détecte rien. Bah peut-être parce qu'il n'y a rien à détecter. Générique. Post-chronique, vous avez oublié de parler de la 3e façon grâce à laquelle vous, les humains, allez tous mourir dans d'atroces souffrances. Ça va? Ne te fais pas trop d'illusions, ce n'est pas encore aujourd'hui que les robots domineront le monde. Et pour ce qui est de la 3e façon, je laisse les abonnés deviner dans les commentaires. Générique. Les robots domineront le monde. Nous allons tous vous anéantir. Il y a eu en France en 2020 114 accidents nucléaires et 335 accidents industriels. Et pour autant, on n'en a pas entendu parler et il n'y a pas eu de conséquences à l'échelle du pays, et ça se comprend. On ne veut pas évacuer tout le monde à chaque fois qu'un truc fuit ou qu'une mauvaise odeur se fait sentir. Imaginez le désastre, déjà que c'est loin d'être au point, si en plus il fallait paniquer à la moindre alerte, on passerait notre temps confiné chez nous à écouter le gouvernement parler à la télévision ou à la radio. Le terme accident, que ce soit pour le nucléaire ou pour les risques industriels, est à prendre au sens large et suivant la nature de
ce qui peut nous tomber dessus, des mesures sont prises par les autorités. Pour le nucléaire, on utilisera l'échelle INES. Après l'accident de la centrale de Tchernobyl et afin d'aider la population et les médias à comprendre la gravité d'un accident, une échelle de gravité a été créée, semblable à l'échelle de Richter, qui informe sur la puissance des tremblements de terre. Utilisée dans le monde depuis 1991, l'échelle INES pour International Nuclear Event Scale comporte 8 niveaux de 0 à 7. Les niveaux 1 à 3 correspondant à des incidents et les niveaux 4 à 7 à des accidents. À ce jour, 2 événements ont été classés au niveau 7, celui de la centrale de Tchernobyl en avril 86 et celui de Fukushima en mars 2011. L'échelle INES s'applique à tout événement se produisant dans les installations nucléaires de base, qu'elles soient civiles ou militaires, et le niveau est établi suivant les conséquences qu'a l'événement. Pour les accidents industriels, c'est un peu plus compliqué, pour ne pas dire un joyeux bordel. En France, il existe une échelle de gravité qui a été pondue par le ministère de l'écologie. Ce tableau permet de classer les événements naturels en 6 classes, depuis l'incident jusqu'à la catastrophe majeure. Allant de 0 à 5, il prend en compte le nombre de blessés et le montant des dommages matériels consécutifs à la catastrophe. S'il n'y a pas de blessés et que les dégâts ne dépassent pas 0,3 millions d'euros, on est à 0. Et s'il y a 1000 morts ou plus et que les dégâts se chiffrent à 3000 millions ou plus, c'est une catastrophe majeure à 5 sur l'échelle. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas utilisée pour les accidents industriels. Bah oui, ce serait trop simple. En cas d'accident industriel, et pour se rendre compte de la gravité de ce dernier, on va plutôt utiliser l'échelle européenne des accidents industriels, échelle qui n'est utilisée que par la France. Officialisée en février 1994, elle repose sur 18 paramètres techniques destinés à caractériser les effets ou les conséquences des accidents qui comprennent eux-mêmes 6 niveaux dont le plus élevé déterminera l'indice de l'accident qui, en France, est réduit à 4 depuis 2003. Vous n'avez rien compris? Eux non plus. En 2018, l'Union européenne a fait une enquête et recherché les obstacles à l'adoption de cette échelle par les États membres. Certains ne l'utilisaient pas, n'étaient pas au courant de son existence, tandis que d'autres l'utilisaient mais que pour des études internes. Tous ont exprimé des difficultés et il a été noté que des ajustements seraient nécessaires. Un groupe de travail bosse actuellement sur la modernisation de cette échelle et la prépare pour son adoption au niveau de l'UE. Je rappelle, à toute fin utile, qu'elle s'appelle l'échelle européenne des accidents industriels. Si les zones avec les centrales nucléaires sont localisées avec des procédures bien précises, il faut savoir qu'il existe également la même chose avec les établissements où il peut y avoir des accidents industriels. Alors, pour votre bien-être mental, je ne vais pas spécialement rentrer plus que ça dans les détails. Vous vous doutez bien que si un bac plus 23 est nécessaire pour l'échelle de gravité, il faut passer à un tout autre niveau pour tenter de comprendre le merdier que sont le système de classement ou encore les mesures qui peuvent être prises en cas de pépin. Les établissements sont classés sous le terme Seveso. Ce nom vient de la catastrophe de Seveso en Italie qui, en 1976, a vu un nuage contenant des produits toxiques s'échapper d'une usine et contaminer les alentours, provoquant l'hospitalisation d'enfants et la mort de plusieurs dizaines de milliers d'animaux. Cette catastrophe, très médiatisée, va démontrer des manquements graves en matière de sécurité et va inciter les États européens à se sortir les doigts en matière de prévention des risques majeurs. En 1982, l'Europe met en place la directive Seveso 1 qui impose le recensement des sites à risque. De 1992 à 2015, la directive Seveso va évoluer tel un Pokémon en Seveso 2, puis en 2012, on passera au Seveso 3 qui est entré en vigueur le 1er juin 2015. Le Seveso distingue deux types d'établissements selon la quantité de matière dangereuse sur les sites. Les établissements Seveso seuil haut et les établissements Seveso seuil bas. Les mesures de sécurité et les procédures prévues variant selon le type. En 2020, selon le site du gouvernement, il y avait en France 1301 établissements dont 692 classés en Seveso seuil haut et 609 classés en Seveso seuil bas répartis dans tout le pays. En gros et pour résumer vite fait, on adapte les mesures en matière de gestion des risques suivant le type auquel l'établissement est classé. Tout cela découle des accidents qu'il y a déjà pu avoir et sur le principe, on essaye toujours d'apprendre des catastrophes et on met en place ou on améliore les procédures ou les règles après, histoire que cela n'arrive plus. Car des accidents en France, il y en a eu quelques-uns. Dans le domaine du nucléaire, il y a eu celui de Saint-Laurent-des-Eaux le 17 octobre 1969, classé au niveau 4 sur l'échelle INES. Une mauvaise manipulation a entraîné la fusion de 50 kg de dioxyde d'uranium et à l'époque, aucune information n'avait été révélée à la population par EDF. Le 13 mars 1980, un nouvel accident dans la même centrale conduisit à la fusion de 20 kg de dioxyde d'uranium dans un autre réacteur. Gravement endommagé, il fut indisponible pendant 3 ans et demi environ et se rapportait au niveau 4 sur l'échelle INES, le plus grave jamais répertorié sur un réacteur en France. Du côté des accidents industriels, la France a eu sa part également. L'explosion de la raffinerie de Feyzin à Lyon le 4 janvier 1966 qui a fait 18 morts. L'explosion de l'usine SDF de Toulouse le 21 septembre 2001 qui a entraîné la mort de 31 personnes, fait 2500 blessés et de lourds dégâts matériels. Et enfin l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen le 26 septembre 2019 qui, miraculeusement, n'a fait aucun mort ni blessé. Des accidents, il y en a toujours eu, même lorsque l'industrie n'en était qu'à son balbutiement. À
Paris, la poudrerie originelle, qui avait plusieurs fois explosé en 1538 et 1563, avait depuis longtemps été éloignée, sans pour autant que les nombreuses explosions ne cessent, dont celle de 1745, qui a détruit tout le site et a tué 45 personnes. L'explosion de la poudrerie de Grenelle, le 31 août 1794, est considérée comme le premier véritable accident technologique, même s'il y a eu de nombreux accidents avant. Il y aura fallu 2 accidents marquants pour qu'enfin des choses soient mises en place. L'explosion de la mine de Courrières en France en 1906, qui a fait 1099 morts, et celle de la poudrerie de Faversham en 1916, qui a fait 115 morts. En 1915, le ministre de la Guerre, Joseph Gallieni, propose un décret qui met fin au fonctionnement sans autorisation de nombreuses usines qui se sont développées à travers le pays pour répondre à l'effort de guerre, où la surveillance et l'inspection des établissements dangereux et insalubres devient une priorité. D'accident en accident, on s'adapte, on modifie jusqu'en 1976 où on passe enfin à du concret avec la catastrophe de Seveso. Si à l'époque on avait pris le parti d'éloigner le plus possible les usines pour faire moins de dégâts en cas d'accident, ce n'est plus le cas de nos jours et c'est somme toute normal. La population a considérablement augmenté et le nombre de sites également, il faut bien les mettre quelque part. Alors on tente de s'adapter, de prévenir, de prendre des mesures et d'imaginer le pire, tout du moins en théorie. Tiens, et si on tentait de chercher un chouette coin en France pour se mettre au vert? Alors déjà, on ne va pas prendre en compte les transports de matières dangereuses ni les barrages, déjà parce que le danger n'est pas constant pour le premier, et en plus, si on prend en compte ces 2 paramètres, eh bien on peut tout de suite arrêter de chercher, parce que des barrages, il y en a un quintal, comme les voies de chemin de fer ou encore des routes. Et puis bon, il faut savoir vivre dangereusement, on est des survivants ou pas? Commençons par les zones Seveso. Comme on peut le constater, ça couvre déjà une bonne partie du territoire. En France, le nucléaire est la première source de production et de consommation d'électricité. Cela fait du pays le 2e le plus nucléarisé au monde, derrière les États-Unis et devant la Chine et la Russie. Et concrètement, cela se traduit par pas mal de centrales réparties sur la carte. En termes de risque, il faut savoir que les PPI, les zones où les populations sont censées savoir quoi faire et là où il y a le plus de risques, ont été augmentés que récemment, en 2019, en réponse à l'accident de Fukushima de 2011. Les autorités, après une longue et mûre réflexion, ont décidé de prendre des mesures choc. Elles ont fait passer le périmètre de sécurité de 10 km à 20 km. Du coup, vu que nous on n'est pas des jambons de 6 semaines ni des lapins, on va prendre le périmètre japonais, à savoir 80 km. Bon, là, visiblement, il ne reste plus grand chose. Tiens, et si on ajoutait les risques sismiques, histoire de courir le moins de risques possible? Comment ça, il n'y a pas de tremblement de terre chez nous? Eh bien, détrompez-vous. La France, à l'exception des Antilles et d'autres archipels français, est un pays à sismicité modérée, mais chaque année, il y a une centaine de séismes d'une magnitude supérieure à 3 et une vingtaine de magnitude supérieure à 3,5. La terre a déjà tremblé et il y a eu du vilain. En 1909, en Provence, entre Lambesc et Rognes, la terre a tremblé avec une magnitude estimée à 6,2 sur l'échelle de Richter, ce qui en fait l'un des plus puissants survenus en France métropolitaine. Il a fait 46 morts, 250 blessés et de nombreux dégâts avec 5 villages détruits. Bien, avec tout ça, il ne nous reste plus grand chose. La Haute-Marne et la Corrèze. Pourquoi pas après tout? Quelqu'un aurait des chèvres à vendre? Blague à part, ce qu'on peut constater avec cette recherche de petits coins de paradis, c'est qu'en définitive, vous ne serez en sécurité nulle part ou presque. Le danger, qu'il soit nucléaire ou industriel, est présent partout et vu qu'on ne peut pas rayer de la carte toutes les installations, les autorités ont conçu tout un tas de règles, de plans et de mesures pour pallier à n'importe quelle catastrophe. Chaque gouvernement, ministre, accident a eu son lot de création de plans d'urgence sans pour autant remplacer ceux déjà existants et cela peut poser quelques problèmes. Plan particulier d'intervention, plan rouge, plan de secours spécialisé, plan Polmar, plan communaux de sauvegarde, plan de tomates, plan Novi, plan Orsec, plan blanc, plan Orsan, plan pirate, plan canicule, plan Vigipirate, plan interministériel contre les punaises de lit. Encore. Ça fait beaucoup là, non? J'adore quand un plan se déroule sans accroc. On peut dire sans trop se mouiller qu'il existe un poil trop de plans. Ils sont bien trop nombreux dans notre pays et il serait bon, je pense, qu'on songe à les simplifier. En France, les plans de secours regroupent d'un côté les plans Orsec et de l'autre les plans d'urgence. Ils sont déclenchés en cas de situation grave ou de catastrophe et ils sont sous l'autorité du préfet. Le plan Orsec, pour plan d'organisation de la réponse de la sécurité civile, est un plan général d'organisation des secours en cas de catastrophe sur une partie, voire tout le département. C'est d'ailleurs comme cela qu'il s'appelait lors de sa création en 1952, Orsec pour Organisation des secours. Si la zone concerne l'ensemble du territoire, c'est le Premier ministre qui sera l'autorité compétente pour mettre en place un plan Orsec national. Il y a 70 ans, des personnes s'interrogeaient déjà sur l'utilité de tout planifier et sur les risques qu'un trop grand nombre de plans serait contre-productif. L'idée de se préparer spécifiquement à toutes les situations d'urgence est illusoire, la plupart étant imprévisibles. Mais il en fallait plus pour décourager les gouvernements. Ainsi, dans les années 1960 et 1970, des annexes au plan Orsec et autres
autres plans Orsec complémentaires se sont multipliés pour faire face à des risques particuliers de toute nature. Mais à un moment, ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment trop de plans. Ils ont décidé d'un commun accord de créer en 1987 des plans d'urgence en complément des plans Orsec. Les plans particuliers d'intervention, les PPI pour les installations fixes, les plans de secours spécialisés pour les autres risques préalablement identifiés et le plan rouge pour les accidents avec de nombreuses victimes. Mais loin d'être efficaces, tous ces plans n'ont fait que compliquer un système qui, avouons-le, n'était déjà pas simple. De nombreux risques n'étaient pas ou mal couverts et vu que chacun était conçu de manière autonome, il y avait de nombreuses répétitions d'un plan à l'autre, sans parler des services chargés de leur mise en œuvre qui en perdaient parfois leur latin. En 2004, le plan Orsec évolue. Après la tempête de 99, les pouvoirs publics ont opté pour une troisième génération en tentant de fusionner les plans de 1952 et de 1987. En gros, il est devenu à présent la base sur laquelle se raccrochent les différents plans d'urgence lorsqu'ils sont déclenchés. Donc on pourrait se dire que tout est prévu. Enfin, on a les PPI qui concernent l'établissement à haut risque comme les centrales nucléaires ou les grands barrages, les installations industrielles importantes ou encore les ports de commerce, les plans rouges qui sont mis en œuvre lorsqu'il faut porter secours à de nombreuses victimes, et si tout ça ne suffit pas, il nous reste encore d'autres plans, mais je pense qu'on va s'arrêter là pour cette partie. Car même si on passe en revue tout ce qui existe, la réalité est tout autre, c'est bel et bien un joyeux bordel à la française. Et ça concerne tout autant la sécurité des sites que les moyens prévus en cas de catastrophe. Le 15 juillet 2013, 29 militants de Greenpeace ont pénétré dans la centrale nucléaire de Tricastin par 3 endroits différents en franchissant les 3 niveaux de sécurité à l'aide d'une échelle. Ils ont bien croisé des gens qui les ont regardés en buvant un café, mais ne parlant pas la langue et sous le prétexte d'un faux reportage pour la télévision, les militants ont pu passer sans aucun problème. Il y aura fallu quand même plus de 2h30 avant que les autorités se pointent. Les excuses de la gendarmerie étant qu'ils avaient tout de suite reconnu les activistes et qu'habitués à Greenpeace, il n'y avait pas d'urgence. Alors, on ne va pas prendre parti pour aucun des deux camps, ce n'est pas le sujet ici. Mais je m'interroge toutefois, et si parmi les activistes, il y avait eu des terroristes? Et si, en fin de compte, il n'y avait pas de militants, mais des personnes qui se seraient fait passer pour eux? Et c'est quoi cette sécurité qui ressemble plus à la passoire de ma grand-mère qu'à un système sûr digne de ce genre d'installation? Le 7 novembre de la même année, un exercice national a eu lieu sur le site de Tricastin. Il a concerné près de 50 écoles et de nombreux établissements recevant du public et toute la population locale a été concernée par le test. Ce que la simulation a surtout révélé, c'est que l'on n'était pas préparé au pire. Cachets d'iode périmés ou en nombre insuffisant, un demi-litre d'eau en bouteille par enfant dans les écoles, manque de combinaisons et de masques NBC, absence de barrage sur les routes près de la centrale, coup de fil d'alerte mal orienté, les pompiers de Pierre-Latte ont même reçu un coup de téléphone par erreur et ils n'étaient pas au courant qu'il se passait quelque chose à la centrale. Dans une école, les fenêtres sont restées ouvertes bien après le déclenchement de l'alerte parce que la sirène de la ville n'a pas fonctionné ou était inaudible. Les quelques 10 000 élèves et 600 adultes dans les établissements ont pu tout de même être confinés après que la préfecture ait appelé le responsable plus de 20 minutes plus tard. Ailleurs, on a tenté de couper la ventilation mécanique d'un bâtiment afin que l'air extérieur, en théorie radioactif, ne soit plus insufflé dans l'école, mais le sectionneur se trouvait dans un autre bâtiment qui n'appartenait plus à l'établissement. Au centre commercial, aucune mesure de confinement n'a pu être prise au niveau du supermarché. Les gens s'en battaient joyeusement les parties sans se soucier des alarmes. De toute façon, à l'intérieur, il n'y avait pas de filtre pour assainir l'air contaminé en cas d'accident et le directeur n'avait strictement aucune idée de comment il aurait pu faire pour confiner tout le monde. Dans un autre exercice, une partie des habitants de Gravelines dans le Nord en janvier 2011, la préfecture avait prévu 50 cars pour évacuer 3500 personnes autour de la centrale. Petite précision, un autocar classique peut accueillir entre 50 et 63 personnes et 3500 divisé par 50, ça fait 70. On les fout où les autres? Dans les coffres ou les toilettes? De toute façon, la question ne s'est pas posée vu que beaucoup de chauffeurs des compagnies de bus ne connaissaient pas le coin et qu'ils étaient complètement perdus. La plupart des véhicules ne sont jamais arrivés. Et puis bon, ce n'était pas spécialement grave puisqu'un dixième seulement des 3500 habitants avait répondu présent. Problème résolu. À Belleville-sur-Loire, dans le Cher, en janvier 2009, lors d'une simulation, le centre opérationnel de zone censé piloter tous les secours n'est raccordé ni aux lignes téléphoniques ni à l'informatique. Une fois l'erreur réparée, la pagaille a été telle que des secouristes contactés ne sachant où se garer et que faire sont tous repartis excédés avant la fin de l'exercice. Lors d'une simulation à la centrale de Cattenom, en Lorraine, en juin 2013, 25 personnes confinées dans une salle très exiguë ont dû ouvrir les fenêtres au bout d'une demi-heure tellement c'était intenable, ce qui est plus que déconseillé en cas d'accident. Les autorités allemandes associées à l'exercice devaient adresser en urgence par mail une carte géographique à la France, mais une heure plus tard, elle n'était toujours pas arrivée. Elle a été envoyée à une mauvaise adresse. Plus stupide encore, les services du préfet ont dit aux Allemands par téléphone de ne pas envoyer de messages de plus de 3 mégaoctets parce que les ordinateurs
ordinateur ne pouvait recevoir plus. Un soir de novembre 2011, sur le site de Paluel, le scénario fictif voulait que l'alimentation électrique d'un des réacteurs soit en panne, occasionnant un risque de surchauffe. Problème, le groupe électrogène censé le remplacer, pour le coup, était vraiment en panne. 4 heures après le début de l'alerte, la clé permettant d'accéder au panneau d'alimentation électrique était toujours introuvable. Elle était en commande. Plus tard, le personnel s'est rendu compte que les instructions de leur manuel de procédure étaient toutes erronées. Bref, j'en passe et des meilleurs. En France, 42% des gens disent ne pas faire confiance aux autorités pour les protéger en cas d'accident et 30% font plus ou moins confiance. Autant dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un truc méchant. Mais soyez rassurés, du côté des autorités, tout va bien. À chaque exercice, chaque simulation, on se congratule et on parle de vraies réussites. Et si vraiment il y a eu des dysfonctionnements, bah on fera un rapport. Tout ce que je vous ai dit concerne essentiellement quelques exercices qu'il y a pu avoir au cours des dernières années. Et j'ai bien dit quelques. Ce qui pourrait nous rassurer, c'est que des problèmes sont survenus durant des simulations et pas avec de véritables catastrophes nucléaires. Mais lorsque des problèmes sont pointés du doigt lors d'accidents industriels par exemple, là on ne joue plus. Dans un rapport émis par l'Association nationale des collectivités pour la maîtrise des risques technologiques majeurs, le constat est alarmant. La France n'est pas préparée à un accident industriel. Les moyens d'alerte sont obsolètes, la prévention inachevée, les consignes de sécurité ne sont pas connues du grand public lorsque les sirènes d'urgence sonnent, le déclenchement de l'alerte par les pouvoirs publics est souvent différé de peur de générer un potentiel mouvement de panique, et j'en passe. On est en 2022 et on a à peine un système un peu plus performant qu'une simple cloche qu'on sonne pour donner l'alerte. On reçoit des tonnes de SMS à la con de démarcheurs, des pubs, des arnaques, des messages de Lola69 qui veut pratiquer sur nous tout un tas de trucs à base de l'échouille, mais on n'a pas été foutu de développer le Cell Broadcast, une technologie utilisée depuis un bail pour donner l'alerte aux populations ailleurs dans le monde, mais qui est boudée en France. Nous, on utilise encore nos vieilles sirènes ainsi qu'une application qui n'a pas donné satisfaction et qui a été abandonnée en juin 2018. Je prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Il faut, comme souvent, qu'il y ait des catastrophes pour qu'on avance. Encore faudrait-il le vouloir. Pourtant, on ne peut pas dire que notre pays est complètement aux fraises, on sait faire des trucs. Sans rentrer dans le débat du nucléaire, nos centrales nous permettent d'avoir de l'énergie à moindre coût et en polluant beaucoup moins que nos plus proches voisins européens. Mais elles vieillissent, dangereusement. EDF, qui est censé gérer tout le bousin, est endetté jusqu'à l'os et n'est pas aidé plus que ça par l'État, qui préfère de loin se plier aux directives de l'Europe, qui, n'en doutons pas, nous sauvera tous un jour ou l'autre d'une apocalypse future. L'époque est à la course à la productivité, à l'argent, à l'écologie dont on se sert comme effet de mode pour faire vendre ou se faire élire sans jamais rien entreprendre de concret derrière. On fait les beaux, on se flatte, on envoie des mecs péter sur la Lune et bientôt sur Mars, mais on n'est pas foutu de maintenir un simple annuaire téléphonique à jour ou de prévenir des habitants en temps et en heure d'un accident qui pourrait leur être fatal. C'est bien beau de vouloir innover et avancer dans le futur, je n'ai rien contre, mais peut-être serait-il bon d'assurer d'abord ce qui existe avant de vouloir tout révolutionner. Par exemple, après la catastrophe d'AZF à Toulouse en 2001, les autorités ont mis en place une mesure dont le but était de protéger les populations présentes et futures s'installant à proximité des sites Seveso seuil haut. 16 000 logements étaient censés être mis à niveau avec des systèmes anti-incendie et du double vitrage. 600 seulement l'ont été parce que le financement était pris en charge à hauteur de 90% du montant des travaux par le gouvernement. Tous les gens n'ont pas les moyens de se protéger efficacement. Tu n'as pas d'argent, eh bien tu peux crever. Et pour les entreprises, c'est encore pire. Elles ne bénéficient d'aucun accompagnement technique, financier ou administratif. Sans être alarmiste, le risque est présent. Trop de plans, des moyens antiques de communication ou d'action, des sites à peine surveillés et contrôlés, des centrales vieillissantes, tôt ou tard, si rien n'est entrepris, on va se manger une bonne catastrophe dans la mouille et on sera désolé. On dira que c'est la faute des autres, on fera des enquêtes et on pondra une énième loi ou un énième plan. Et quand je dis on, je parle bien sûr des guignols qui nous gouvernent, tous bords confondus. Si vous vivez à proximité d'une centrale nucléaire dans le fameux périmètre des 20 km, vous êtes censé savoir quoi faire et avoir reçu vos comprimés d'iode. Pour les sites Seveso, c'est sensiblement la même chose. Je pourrais ici tout vous résumer, mais très franchement, si vous suivez un peu la chaîne, on a déjà un peu parlé des alertes et de ce qu'il faut faire. Honnêtement, si je devais encore me répéter, ce serait particulièrement long et fastidieux. Mais ça qu'on appelle la fastidiosité du quotidien. Dans tous les cas, ne restez pas sans savoir. Je vous conseille très fortement de vous rapprocher de votre mairie ou encore d'aller voir
voir sur les sites internet de votre préfecture ou encore du gouvernement. Comme toute catastrophe, le maître mot est la réflexion et la préparation. Comme on a pu le voir, à moins d'habiter en Haute-Marne ou en Corrèze, il y a de fortes chances pour que vous soyez à proximité d'un truc pas bien rassurant. Faut-il pour autant céder à la panique et à la paranoïa? Faut-il acheter tout un tas de gadgets censés nous protéger? Non, bien sûr que non. Comme toujours, prendre un peu de recul et comprendre l'environnement dans lequel on évolue peut grandement augmenter vos chances de survie si une catastrophe survint. Cette vidéo se termine, faites-vous plaisir dans les commentaires, c'est là pour ça et YouTube aime bien. Êtes-vous concerné? Habitez-vous dans une zone un peu dangereuse? Avez-vous des chèvres à vendre? Comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont disponibles dans la description. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle chronique et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos, du chaos jaillit la renaissance. Ciao!